Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction de l'activité. Alors aujourd'hui nous allons commencer un nouveau thème sur le corps humain et la santé. Et nous allons nous intéresser en premier temps à la reproduction chez l'homme, à la mise en place de la puberté chez les adolescents et à tout ce qui est en lien avec la reproduction chez l'homme et la femme. En introduction, je vous parlerai de cette statue. Vous avez ici une statue hermaphrodite retrouvée en Turquie, près d'Istanbul. Si vous regardez bien la statue, il y a un truc bizarre. C'est qu'on voit qu'il y a à la fois un pénis et des testicules, et à la fois des seins. C'est pourquoi on dit que cette statue est hermaphrodite. Elle a à la fois les caractères sexuels féminins et masculins. Ce qui est assez bizarre pour une statue. On avance. Autre diapo. Vous savez que quand un bébé est en train de se développer dans l'utérus de sa maman, on peut à un moment donné déterminer son sexe. En général, c'est vers 12-14 semaines, 16 semaines. En général, c'est vers 4 mois de grossesse. Et avec différents appareils, en général, c'est tout ce qui est scanner, ou on peut très bien le faire avec une échographie, on peut déterminer facilement son sexe. Ici, sur la photo, on ne peut pas savoir quel est le sexe de l'embryon. Il est mal positionné, on ne voit pas son entrejambe. Et après, vous savez que pour les adolescents et les adolescentes, au cours de la puberté, ont lieu des transformations du corps qu'on détaillera dans le chapitre de ce thème. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de très simple, c'est-à-dire le sexe biologique. Dans un premier temps, je vais vous demander de noter les titres du thème, donc c'est le thème 3, corps humain et santé, et du chapitre 1. Vous noterez aussi l'introduction, donc n'hésitez pas à faire pause. Je vous lis l'introduction, et je vous explique un petit peu de quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut savoir, c'est que le sexe biologique d'un enfant peut être connu plus ou moins à l'avance, avant sa naissance. C'est ce qu'on fait, par exemple, quand on fait une échographie du ventre de la maman quand elle est enceinte. Ce sexe, il est mis en place durant la grossesse, et il est visible chez l'enfant dès la naissance. En gros, il suffit de regarder l'entrejambe du bébé pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Il n'y a pas vraiment d'autre solution, parce que de loin, un bébé fille ressemble à un bébé garçon. Mais le reste de son identité sexuée sera mis en place lors de la puberté. Nous y reviendrons dans un prochain cours. Donc dans ce chapitre 1, nous allons parler de la fécondation jusqu'à la puberté. Et aujourd'hui, nous parlerons dans le premier cours de l'identité sexuée des humains. Et nous allons chercher à comprendre quelles sont les caractéristiques de l'identité sexuée chez la femme et chez l'homme. N'hésitez pas aussi là à faire pause pour prendre les titres. Donc le but de ce cours, c'est de compléter ce tableau et de donner les définitions de gonade, gamète et karyotype. Normalement, le mot karyotype vous est connu depuis la troisième et depuis le début de la seconde, parce qu'on l'a revu ensemble en septembre et en octobre. On va commencer déjà par les définitions de gonade et gamète. Donc on y reviendra au fur et à mesure qu'on regardera les documents. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble les documents qui sont à disposition sur le PDF du cours, et d'essayer de voir comment on complétera le tableau. Et dès qu'on trouve une définition, je vous la noterai. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que les appareils reproducteurs de l'homme en bas et de la femme en haut sont très différents. Chez le garçon, vous savez qu'à l'extérieur se trouve le pénis et les testicules qui sont dans des bourses, ce qu'on appelle en science le scrotum, c'est-à-dire la peau qui entoure les testicules. Et à l'intérieur du corps, on trouve une glande, la prostate, une autre glande, la vésicule séminale, et la vessie, dans laquelle s'accumule l'urine. Chez la femme, il n'y a que la vessie qui est en commun avec l'homme. Tout le reste est différent. À l'extérieur du corps de la femme, on a très peu d'organes génitaux, en tout cas très peu de visibles. On a simplement ce qu'on appelle les lèvres, constituées par les grandes lèvres et les petites lèvres, qui forment la vulve. La vulve étant un des caractères féminins qu'on voit à la naissance chez le bébé au niveau de son entrejambe. Par contre, à l'intérieur du corps de la femme, ces organes génitaux sont nombreux. Vous avez le vagin, vous avez l'utérus, vous avez les ovaires, les trompes, et bien entendu, vous avez toujours le système urinaire comme chez le garçon. Donc ici, parmi les définitions qu'on peut noter, c'est la définition du mot gonade. Normalement, c'est un terme que vous connaissez depuis la quatrième. Donc une gonade, c'est très simple. C'est en fait l'organe qui produit
les cellules reproductrices. Donc c'est l'ovaire chez la femme et les testicules chez l'homme. Il y a bien sûr 2 ovaires, un droit et un gauche chez la femme, et 2 testicules, un droit et un gauche chez l'homme. En première définition, vous l'avez, c'est la définition de gonade. Elle était difficile à trouver dans les documents, mais il faut essayer de se poser aussi des questions, de se rappeler de ce qu'on a fait, en tout cas ce que vous avez fait au collège. Donc au niveau des caractéristiques à l'échelle de l'organisme, la femme possède des organes génitaux un petit peu différents de ceux de l'homme, et même très différents pour certains. Donc là, vous pouvez déjà compléter les premières lignes du tableau. Essentiellement chez la femme, on a les ovaires, chez l'homme, on a les testicules. On peut aussi marquer après vagin, utérus, etc. Je fais des bêtises. Hop, je refais ça comme ça, voilà. Chez les garçons, vous avez les testicules, vous avez la prostate, vous avez la vésicule séminale. Donc à l'échelle de l'organisme, c'est plutôt tous les organes reproducteurs qu'on a au niveau de l'entrejambe. Si on continue, on doit maintenant s'intéresser aux caractéristiques sexuelles à l'échelle cellulaire. Donc pour ça, on va prendre les cellules en lien avec la reproduction. Donc on commence par la fille, honneur aux dames, et vous savez qu'au niveau des ovaires, il y a ici l'ovaire gauche et là l'ovaire droit, a lieu la production des ovules. Le mot ovule est un terme qui est peu scientifique, le vrai terme c'est ovocyte. Mais si vous dites ovule, ça m'ira très bien. Donc vous avez ici dans le carré rouge un ovaire, le gauche. On zoome sur cet ovaire. Vous voyez qu'à l'intérieur de l'ovaire, il y a différents follicules, des primaires, secondaires, tertiaires en fonction de leur taille. Et ce qui nous intéresse, c'est un follicule mûr que j'ai encadré en rouge. Et si on zoome là-dessus, c'est le dernier document, vous avez une photographie au microscope optique de l'intérieur d'un follicule. Vous voyez qu'il y a différentes couches concentriques et qu'au centre se trouve l'ovocyte. Et l'ovocyte, c'est la cellule reproductrice féminine, ce qu'on appelle aussi l'ovule. Donc pour les femmes, au niveau cellulaire, nous avons les ovules qui sont produits dans les ovaires. Par contre, pour les garçons, c'est un petit peu différent. Il faut se rapprocher des gonades mâles. Les gonades mâles, ce sont les testicules. J'en ai encadré une ici, j'encadrerai la droite. Et dans les testicules, a lieu la production des spermatozoïdes. Ça, en général, c'est bien connu. Le spermatozoïde qui est constitué par ce qu'on appelle la tête, un très long flagelle qui peut être mobile. Je vous rappelle que les spermatozoïdes et les ovaires les ovules sont simplement des cellules reproductrices, comme des cellules de la peau, les cellules du cœur ou n'importe quelle autre cellule. Il y a dedans un noyau qui contient des chromosomes, et c'est tout. Donc, deuxième étape, caractéristiques sexuelles à l'échelle cellulaire. Eh bien, vous avez l'ovocyte chez la femme, qui est présent dans un follicule lui-même présent dans les ovaires. Et chez le garçon, vous avez les spermatozoïdes dans les testicules. On continue maintenant les caractéristiques sexuelles à l'échelle génétique et chromosomique. C'est là que nous nous intéressons au fameux karyotype. Avant ça, j'ai oublié de vous donner la définition du mot gamète. Ça, normalement, c'est connu et c'est dans les documents. Un gamète, c'est une cellule reproductrice. C'est le spermato chez le garçon et l'ovule chez la fille. J'ai un peu de mal avec ce clavier. Deuxième définition. Nous passons donc au troisième document sur les karyotypes. Nous allons nous intéresser au karyotype humain, cette fois-ci du garçon. Donc, rappelez-vous qu'un karyotype, c'est un classement des chromosomes. Les chromosomes, c'est les bâtons que vous avez là, par paire, donc par deux, et par taille, des plus grands vers les plus petits. Nous remarquons aisément, ils sont déjà classés, que chez le garçon, il y a 23 paires de chromosomes.
une paire, deux paires, trois paires, quatre paires, etc. jusqu'à la 23e paire que j'ai encadrée en rouge. Toutes les paires sont constituées de chromosomes identiques chez le garçon, sauf la dernière paire, la 23e, qui est constituée par un grand chromosome X et un petit chromosome Y. Vos connaissances doivent vous rappeler que cette paire de chromosomes s'appelle la paire de chromosomes sexuels. C'est très simple à comprendre, c'est parce que si on compare ce karyotype de garçon avec un karyotype de femme, et puis on voit que chez la femme, la seule chose qui diffère, regardez bien, je vous fais passer les deux en même temps, il y a les mêmes chromosomes de partout, sauf au niveau de la 23e paire, où ici, chez la fille, nous avons deux chromosomes X. Donc deux chromosomes X à la 23e paire chez la fille, un chromosome X et un chromosome Y chez le garçon. On peut donc dire que la seule différence entre les sexes se situe au niveau de cette paire de chromosomes. On peut donc imaginer que cette paire de chromosomes sert à déterminer le sexe, et donc on a appelé très simplement cette paire de chromosomes les chromosomes sexuels. Donc chez le garçon et chez la fille, vous avez des chromosomes sexuels. Chez la femme, c'est la 23e paire de chromosomes composés de 2X, XX, et chez le garçon, la 23e paire de chromosomes composée d'un chromosome X et d'un chromosome Y, ce qui fait XY. C'est donc ces chromosomes qui semblent donner le sexe. On verra ça dans un prochain cours. Et après, vous aviez à regarder un autre document. Donc ce document, le voici. Vous avez ici un schéma qui résume les principaux caractères sexuels secondaires chez l'homme et chez la femme. Donc je vous rappelle déjà qu'un caractère sexuel secondaire apparaît en second, comme son nom l'indique. Ils apparaissent à la puberté. Par exemple, chez le garçon, c'est la barbe qui pousse, la voix qui devient plus grave. Chez la fille, la voix devient plus grave aussi, mais n'est pas aussi grave que chez le garçon. Chez le garçon, toujours, il y a un développement de la musculature plus important que chez la fille. La taille des organes génitaux augmente, donc la taille du pénis augmente, des testicules aussi. Et il y a les premières éjaculations qui montrent que le garçon est capable de devenir papa. Chez la fille, vous avez le développement de la poitrine, des hanches, augmentation de la taille de l'utérus, du vagin, des ovaires, de tous les organes reproducteurs internes, et développement des petites lèvres et des grandes lèvres qui forment la vulve. Et vous avez là aussi le début des règles qui montre que la femme a des organes génitaux qui sont fonctionnels et qu'elle est donc capable d'avoir des enfants aussi. Si on résume tout ça au niveau du tableau, on peut dire que les caractères sexuels secondaires sont ceux qui sont très connus de vous, à savoir chez la femme et comme chez l'homme, la pilosité qui se développe, le développement des organes reproducteurs, de la poitrine chez la fille, l'élargissement des hanches, l'apparition des règles, chez le garçon la voie qui mue, les premières éjaculations, et donc la création de sperme et de spermatozoïdes. En définition, les caractères sexuels secondaires sont les caractères liés à la sexualité qui apparaissent au niveau de la puberté, alors que les caractères sexuels primaires sont simplement les caractères qu'on a au niveau de l'entrejambe lorsqu'on est, c'est-à-dire présence d'une vulve chez une petite fille et présence d'un pénis et de testicules chez le garçon. C'est uniquement ce qui est visible. En conclusion, si je redonne différentes définitions, le karyotype, c'est classement par paire et par taille des chromosomes d'une cellule, les gamètes, ce sont les cellules reproductrices, et les gonades, ce sont les organes qui produisent les gamètes. En bilan, on peut dire que l'identité sexuelle se définit au niveau morphologique, donc la forme du corps. Les femmes et les hommes possèdent des différences visibles dès la naissance. Et ça, on les appelle des caractères sexuels primaires. Mais au cours de leur adolescence, ils acquièrent aussi des caractères sexuels secondaires, qui arrivent en second, qui créent un dimorphisme sexuel important. C'est-à-dire que la fille et le garçon auront un aspect, une morphologie, une taille, des organes visibles différents. Il y a donc une différence d'aspect. Et on appelle donc le sexe biologique la présence des organes génitaux différenciés. C'est-à-dire ce que vous aviez sur le schéma, à savoir chez la fille et chez le garçon, les organes que vous avez sur ces schémas. Ce sexe biologique, on a vu qu'il dépendait en fin de compte de la présence de chromosomes sexuels. Si vous avez XX, vous aurez donc normalement des organes génitaux féminins. Et si vous avez un X et un Y à la 23e paire, vous aurez des organes génitaux masculins. C'est ce qu'on appelle le sexe chromosomique. Voilà, n'hésitez pas à faire pause pour reprendre tout ça tranquillement. Et bon courage à vous.